bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, elle peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie, elle peut nous arrêter. Si un arbre tombe dans la forêt et que personne n'est là pour l'entendre, est-ce qu'il fera du bruit? D'une certaine manière, cette question résume la question centrale de la philosophie depuis des siècles et des siècles, que Engels résumait ainsi. Quelle relation y a-t-il entre nos idées sur le monde qui nous entoure et ce monde lui-même? Dans l'histoire de la philosophie, la théorie de la connaissance occupe une place centrale. Et on y retrouve une division cruciale entre deux philosophies, le matérialisme et l'idéalisme. Est-ce que la matière existe indépendamment de notre pensée et est primordiale, comme le soutient le matérialisme? Ou bien est-ce que la pensée détermine le monde qui nous entoure, comme le soutient l'idéalisme? Peut-être que certains se demandent, mais pourquoi on parle de philosophie? C'est quoi le rapport avec la politique? Et surtout, c'est quoi le rapport avec Lénine, la révolution russe et le communisme? Et en fait, ça a tout à voir avec la lutte pour le communisme. Les marxistes accordent une importance cruciale à la philosophie. Marx et Engels étaient d'abord et avant tout des philosophes. Et en s'appuyant sur les développements de la philosophie matérialiste des siècles passés, ils vont donner une tournure proprement matérialiste à la philosophie dialectique développée par le philosophe allemand de la fin du XIXe siècle, Hegel. Et si on veut résumer ce qu'est la dialectique, on peut dire que c'est la pensée du changement. Mais malgré son intuition géniale, Hegel restait prisonnier d'une pensée idéaliste. Philosophie idéaliste selon laquelle le monde matériel n'est que le reflet d'une idée universelle ou, autrement dit, de Dieu. Marx et Engels ont purgé la méthode dialectique de sa coquille mystique et ont expliqué qu'au contraire, les idées, la pensée ne sont que le reflet du monde matériel. C'est comme ça qu'ils ont développé le matérialisme dialectique, philosophie du marxisme, qui prend comme point de départ qu'il n'y a rien d'autre que le monde matériel et le produit de ce monde. Donc tout est matière, ça signifie aussi que tout est changement. Comme l'a expliqué Engels, le mouvement est le mode d'existence de la matière. Jamais ni nulle part il n'y a eu de matière sans mouvement, ni il ne peut y en avoir. Et penser que les choses sont dans leur mouvement, c'est voir que les choses sont en processus. C'est voir les choses dans leur interaction réciproque et non pas de manière isolée et mécanique. Et tout ça, ça nous permet de voir que la nature est profondément contradictoire. Le mouvement, c'est une contradiction. Se mouvoir, c'est être à un endroit et déjà ne plus y être. Donc la nature évolue à travers une série de contradictions, d'oppositions, qui à un certain point amènent à des sauts, des explosions révolutionnaires. Comme par exemple un volcan qui fait éruption après une longue période d'accumulation de pression interne. Et à partir de la méthode dialectique, qui nous permet de voir et aussi d'anticiper les potentiels changements dans la matière naturelle et sociale, Marx et Engels vont jeter les fondements pour le matérialisme historique et vont décortiquer les lois du capital et développer le socialisme scientifique. Suivant les traces de Marx et Engels, d'autres philosophes comme Plekhanov et aussi Lénine vont accorder une importance première à la philosophie. Quand la Première Guerre mondiale éclate, Lénine entreprend une étude détaillée et approfondie de Hegel. Au moment où les dirigeants de la Deuxième Internationale trahissent les aspirations de la classe ouvrière mondiale et évoquent des aspirations pratiques, des considérations pratiques pour capituler devant la bourgeoisie, Lénine, lui, se plonge dans la théorie. Lenin was at that time digging deep into theory. Pour mieux orienter correctement le parti bolchevique devant la nouvelle situation qui se développe. Et ça contraste vraiment avec la caricature de Lénine que présentent autant les bourgeois que même les staliniens. Cette image d'un homme froid, pragmatique, borné même. Lénine dira à cette époque qu'on ne peut pas comprendre le capital de Marx sans avoir lu la science de la logique de Hegel. Peut-être que vous direz que Lénine exagérait, mais le point, c'est que la théorie marxiste, ça part de la dialectique et qu'on ne peut pas comprendre cette théorie sans d'abord étudier sa philosophie. Et en particulier, le capital, c'est vraiment un chef-d'œuvre d'application de la dialectique. Et des années auparavant, Lénine a aussi mené une lutte théorique
contre la tentative, au sein même des rangs communistes, de réviser la théorie marxiste. Et c'est dans ce contexte qu'il va faire une contribution très importante à l'arsenal théorique du marxisme. Dans un ouvrage de 1908, Matérialisme et empiriocriticisme. Bon, il faut comprendre ça. En Russie, entre 1906 et 1908 à peu près, on va voir une série de livres et d'articles qui vont être publiés, écrits par des bolcheviks comme Alexandre Bogdanov, Lunacharsky, Bazarov, ainsi que par d'autres intellectuels de gauche, tels que le menshevik Yushchevik, et aussi le principal théoricien du Parti socialiste révolutionnaire, les SR, Tchernov. Essentiellement, ce qu'ils prétendent, en fait, c'est que le marxisme, c'est une philosophie dépassée qu'il fallait actualiser à la lumière des soi-disant nouvelles idées de l'empiriocriticisme. Le contexte de tout ça est vraiment fascinant. La Russie vient tout juste de vivre un épisode révolutionnaire fulgurant. En 1916, la révolution éclate, la classe ouvrière se soulève. On voit alors naître le soviet des députés ouvriers. Et même si les bolcheviks ne vont pas jouer un rôle déterminant dans la révolution elle-même, les idées marxistes, en fait, ont eu une grande influence sur les masses révolutionnaires. Il y avait un engouement pour le marxisme. Mais là, au lendemain de la révolution, il y a des militants socialistes dans le parti bolchevique lui-même qui remettent en question le marxisme. Ça inclut quelqu'un comme Bogdanov, qui est un membre reconnu partie centrale du parti et qui était même membre du comité de rédaction d'un journal bolchevique. Comment est-ce qu'on explique tout ça? La révolution de 1905 s'est terminée par une grande défaite. La classe ouvrière est épuisée et la révolte paysanne est arrivée trop tard. Et le momentum est passé du côté tsariste. On va voir une énorme vague de réaction pendant plusieurs années, avec des arrestations massives, des milliers d'assassinats, l'écrasement impitoyable de toute opposition. Les marxistes sont soumis aux persécutions les plus brutales. Lénine lui-même est forcé à l'exil. Et cette défaite, en fait, ça a eu un effet profondément démoralisant sur le mouvement. Et surtout, sur les intellectuels qui avaient sympathisé avec la révolution lorsqu'elle était en pleine effervescence et qui ont commencé à l'abandonner dès que la réaction s'est enclenchée. Il y a un sentiment de pessimisme qui a envahi la petite bourgeoisie, avec une tendance à abandonner la lutte des classes et à se replier sur soi-même et à rechercher des nouvelles idées, y compris des idées irrationnelles et semi-pseudo-religieuses. Donc, c'est à peu près à cette époque-là, en fait, que l'empiriocriticisme, ce courant philosophique influencé principalement par les idées du physicien autrichien Ernst Mach et du philosophe suisse-allemand Richard Avenarius. C'est à ce moment-là que ce courant-là est devenu à la mode parmi une couche de l'intelligentsia russe. Ça correspondait à l'humeur dominante de déprime, de pessimisme, de mysticisme même. Ce qu'on va voir, c'est que ces idées étrangères à la classe ouvrière vont pénétrer les rangs du Parti bolchevique. Et ce contexte-là est vraiment important pour comprendre la signification du combat de Lénine contre le révisionnisme philosophique. Maintenant, entrons dans le crunchy, dans le cœur du débat. L'empiriocriticisme prétend dépasser la division entre matérialisme et idéalisme, en abolissant la distinction fondamentale entre ce qui relève d'un côté de la psychologie, du sujet qui réfléchit, et de l'autre qui relève du monde physique, objectif. L'empiriocriticisme ramène alors tout à l'expérience. Les objets du monde sont décrits comme des complexes de sensations. Et donc, sur cette base, les empiriocriticistes russes vont rejeter le matérialisme parce qu'ils considèrent que postuler un monde matériel par-delà notre expérience, nos sensations, c'est une abstraction fantaisiste. C'est inventer un monde auquel on n'a pas accès par notre expérience. Ce serait inventer une dualité métaphysique. En bref, pour cette philosophie, il n'y a pas de monde réel en dehors des sensations. Ce à quoi on peut répondre, comme Lénine le fera lui-même. Mais d'où viennent nos sensations? D'où vient mon ouïe qui me permet d'entendre les arbres qui tombent dans la forêt? D'où vient notre conscience qui fait l'expérience des sensations par le biais de mes sens? Et si tout est expérience, de quoi faisons-nous l'expérience? On doit bien faire l'expérience de quelque chose d'autre que l'expérience elle-même. Et Lénine ira plus loin. Si tout est expérience, est-ce que le monde existait avant que les humains ou toute forme de vie puissent en faire l'expérience? Ce qui amène la question, d'où vient l'être humain, d'où vient la vie même?
À toutes ces questions, les empiriocriticistes n'ont aucune réponse cohérente. Parce que, ici, dire que l'expérience est le fondement de tout, c'est ultimement dire rien du tout. Ça amène plus de questions que de réponses. C'est pourquoi Lénine va expliquer, en fait, que cette philosophie-là, ultimement, ça nous amène sur le terrain de la religion. Ça laisse place aux explications mystiques et rationnelles pour expliquer le monde. Je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études en sciences pour savoir que le monde existait avant qu'on soit là pour en faire l'expérience. Et Lénine va résumer la conception matérialiste de la manière suivante. La matière suscite la sensation en agissant sur nos sens, sur nos organes de sens. La sensation dépend du cerveau, des nerfs, de la rétine, etc., c'est-à-dire de la matière organisée de façon déterminée. L'existence de la matière ne dépend pas des sensations, la matière est le primordial. La sensation, la pensée, la conscience sont le produit les plus élevés de la matière organisée d'une certaine façon. Ce que Lénine explique ici, c'est qu'il n'y a donc pas deux mondes, le monde des sensations et le monde de la matière. Le marxisme n'est donc pas dualiste. La matière vivante est née naturellement de la matière inorganique. À un moment donné, les simples créatures unicellulaires vont évoluer vers une forme de vie plus complexe. Le développement ensuite d'un système nerveux central, ça va donner naissance au cerveau humain et ensuite à la conscience. Ultimement, nous sommes de la matière qui a pris conscience d'elle-même. Le monde objectif, donc, existe indépendamment du sujet qui fait l'expérience, mais les deux font partie d'une unité dialectique. Le sujet qui fait l'expérience du monde est lui-même objet, à mesure où les humains sont aussi soumis aux lois objectives de la nature et de la société. Ça veut dire que le marxisme n'est pas dualiste, mais plutôt ce qu'on appelle en philosophie le moniste. Le bolchevique Bogdanov va aussi appeler, intéressant, il va appeler sa philosophie l'empiriomonisme. Et en fait, oui, l'empiriocriticisme, c'est moniste. Mais plutôt que de dire que tout est matière, ils vont dire que tout est sensation, ce qui revient à dire que tout repose sur le sujet humain. Et ça, c'est de l'idéalisme. C'est ce qu'on appelle plus concrètement de l'idéalisme subjectif. Donc, contrairement à la prétention initiale dans le pédocriticisme, on n'a pas du tout dépassé la division entre matérialisme et idéalisme. Maintenant, pourquoi tout ça, c'est important? C'est qu'on ne peut pas simplement rejeter la philosophie du marxisme sans que ça se répercute sur la politique. Lénine va d'ailleurs reprendre une très bonne expression d'Engels qui parlait de pauvre soupe éclectique, pour décrire en fait la philosophie de ceux qui essaient de renouveler et concilier le marxisme avec toutes sortes de systèmes et de pensées idéalistes. Et c'est quelque chose qu'on voit abondamment aujourd'hui. Il y a des intellectuels qui se revendiquent du néo-marxisme, du marxisme hétérodoxe. J'ai déjà été marxiste hétérodoxe. Et le marxisme analytique, le marxisme queer, l'humanisme marxiste. J'ai récemment vu là, sur Wikipédia le Open Marxism et le Open Leninism. Je ne m'en demande pas vraiment c'est quoi, c'était pas clair. Peu importe comment on essaie de modifier la philosophie marxiste, ça revient toujours au même. On finit par enlever le matérialisme et la dialectique du marxisme. On finit par enlever le marxisme du marxisme. Pourquoi? Parce que le marxisme, c'est pas un collage de bonnes idées ou de points programmatiques. C'est un tout cohérent qui ne peut que se comprendre comme un tout cohérent. On ne peut pas détacher l'analyse historique, l'analyse économique et politique du marxisme de la méthode matérialiste. Tout part de la matière. Dire que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes, ça provient de la compréhension scientifique qu'il y a des forces matérielles objectives qui façonnent la société indépendamment de notre subjectivité. En rejetant le matérialisme, on rejette l'explication objective scientifique de la société. C'est ça que Bogdanov va finir par nous dire. C'est vers ça qu'il va s'en aller. J'ai lu son livre, je ne veux pas que vous ayez à le faire. J'ai eu très mal à la tête. J'en suis sortie plus marxiste. Écoutez ce qu'il dit dans son livre. Les lois n'appartiennent pas du tout à la sphère de l'expérience, à la sphère des expériences immédiates. Les lois sont le résultat du traitement cognitif de l'expérience. Les lois ne sont pas données dans l'expérience, mais sont créées par la pensée, comme un moyen d'organiser l'expérience, de coordonner harmonieusement, la coordonner harmonieusement en un tout cohérent. Les lois sont créées par la pensée, donc elles n'ont rien à voir avec la réalité matérielle. Donc la gravité, c'est dans ma tête.
La sélection naturelle, c'est dans notre esprit. Et maintenant, qu'en est-il des lois du capital? Est-ce que toute la théorie de Marx sur le capitalisme est vraie, correspond à la réalité, ou bien c'est seulement une façon d'organiser notre expérience? Dans ce cas-ci, est-ce qu'il y aurait peut-être une autre façon d'organiser notre expérience? Dire que les profits des patrons, ça provient du travail volé aux travailleurs, est-ce que c'est simplement une façon de voir les choses? Est-ce que l'exploitation, c'est juste un point de vue? Rien ne justifie de lutter pour mettre fin à l'exploitation si c'est pas une réalité objective. Et donc, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi le sous-titre de matérialisme et empiriocriticisme, ça s'appelle Note critique sur une philosophie réactionnaire. Rejeter le matérialisme, c'est rejeter une philosophie révolutionnaire. On ne peut pas vouloir changer le monde avec une philosophie qui rejette l'objectivité de ce monde. Je suis pas mal sûre que beaucoup de camarades ici ont déjà entendu ces idées dans des classes d'université comme celle-ci. En fait, j'ai fait des études en philosophie. J'ai beaucoup étudié dans cette salle. Quelque chose que j'ai entendu souvent, hein, que tout est une question de perspective. On ne peut pas dire qu'il y a des lois trop générales dans la société, chercher à avoir un tout cohérent. Au final, la philosophie postmoderne d'aujourd'hui n'a absolument rien de nouveau. Mais devinez quoi? À l'époque de Lénine, cette philosophie-là non plus n'avait rien de nouveau. Pour comprendre ça, je vous propose de revenir un peu dans le temps. On va revenir jusqu'au 16e et 17e siècle, alors que le capitalisme est en train de se développer et luttait contre le vieil ordre féodal. Le développement matériel du capitalisme, ça va mener à un essor de la production technique et de la science. Et ça va ainsi produire des penseurs révolutionnaires qui vont lutter contre l'obscurantisme religieux et défendre le progrès et l'objectivité scientifique. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va voir les premiers penseurs de l'empirisme en Angleterre. Francis Bacon, John Locke, Thomas Hobbes, c'était des matérialistes à la base. Ils disaient que rien n'est dans l'esprit qui n'a d'abord été dans les sens. Il faut comprendre, là, contre la spéculation vide de la théologie du Moyen-Âge, c'est-à-dire que le point de départ de la connaissance, c'est la perception sensorielle. Ça a représenté un énorme progrès, puis ça a ouvert une période de développement rapide de la science basée sur l'expérimentation. Mais malgré son caractère profondément révolutionnaire, cette forme de matérialisme restait unilatérale. Parce qu'on avait tendance à considérer les faits de manière isolée et statique. C'était assez mécanique. Parce que l'affirmation j'interprète le monde à travers mes sens, ben c'est correct, mais il faut aussi ajouter que le monde existe indépendamment de nous. Et aussi, la nature, c'est pas une accumulation de faits isolés qu'on perçoit par nos sens, c'est beaucoup plus que ça. Cette faille de l'empirisme, ça va éventuellement l'amener à suivre le chemin de l'idéalisme subjectif. C'est ce qu'on va voir rapidement avec l'évêque George Berkeley, qui était un adversaire virulent du matérialisme et qui va pousser l'empirisme jusqu'à sa conclusion ultime. En disant qu'il va dire que les choses ne peuvent exister que dans la mesure où elles sont perçues. On lui doit la fameuse expression latine, esse est percipi, pardonnez-moi mon latin. Ça veut dire être, c'est être perçu. Donc, avec Berkeley, non seulement l'arbre qui tombe de la forêt sans que personne n'y soit ne fera pas de bruit, mais c'est pire que ça, en fait. C'est toute la forêt qui cesse d'exister. Au fond, ça revient à dire, en fait, que je ne peux pas être certaine que le monde existe indépendamment de mon esprit. En fait, est-ce que vous existez vraiment? Ma perception immédiate ne me garantit pas que vous êtes vraiment des êtres humains conscients comme moi. En fait, si je ferme les yeux, peut-être que vous cessez d'exister. L'idéalisme subjectif, de Berkeley jusqu'aux penseurs avec qui Lénine va de pair. Et là, c'est de votre faute de hier. Vont faire face au fameux problème qu'on appelle en philosophie le problème du solipsisme. C'est l'idée qu'on peut être certain de rien d'autre que sa propre existence. Une idée complètement loufoque, direz-vous, et qui n'est pas sans rappeler la fameuse anecdote du philosophe britannique Bertrand Russell, qui un jour a rencontré une dame qui disait être solipsiste, mais qui se demandait mais comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de solipsistes que ça? Comment Berkeley va résoudre ce problème-là? Pensez-y, en recourant à Dieu. Pour lui, c'est l'Esprit de Dieu percevant les choses qui donne à nos idées une cohérence et qui permet aux êtres humains d'avoir un point de cohérence. Bon,
ça simple, OK? Imaginez, avec Berkeley, c'est un peu comme si on est tous dans le film La Matrice, puis que Dieu, c'est le grand architecte. Donc, Berkeley, c'est un penseur archi-réactionnaire. Son but déclaré, c'était de mener la lutte contre la science, la pensée rationnelle, l'athéisme, le matérialisme de l'époque des Lumières. Pourquoi je vous parle de lui? Ben, c'est assez clair, en fait. Penseurs comme Mach, Avenarius et tout ça vont reprendre les idées de Berkeley. Et même s'ils pensaient être du côté de la science, en fait, au final, leur philosophie les ramenait vers le mysticisme. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, en fait, c'est le bolchevique Lunacharsky, dont Lénine avec qui Lénine débat à l'époque, est à l'origine du courant philosophique qu'on appelle la construction de Dieu, qui cherchait pas à se débarrasser de la religion, mais plutôt à construire une espèce de religion de l'humanité socialiste. Une espèce de religion soi-disant sans Dieu. Au final, tout ça, c'était ramener Dieu par la porte en arrière. Et il y a un fait intéressant. Lénine trouvait que l'évêque Berkeley était beaucoup plus franc que ceux avec qui il débattait à son époque. Il dit l'évêque Berkeley raisonnait avec une franchise un peu simpliste. De notre temps, les mêmes idées sur l'élimination économique de la matière en philosophie sont présentées sous une forme beaucoup plus artificieuse et obscurcie par l'emploi d'une terminologie, en guillemets, nouvelle, destinée à les faire prendre par les gens naïfs pour une philosophie moderne. Empériocriticisme, empériomonisme, empériosymbolisme, empério-machin chouette, tout ça, c'est du remanché d'une même philosophie. Évidemment, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui, l'invention de nouveaux mots pour expliquer des vieilles idées. Des fois, j'ai l'impression que j'ai pas assez de créativité pour inventer tous ces mots. Et à l'époque de Berkeley, il y a un autre penseur influent de cet empirisme dégénéré, David Hume, qui va pousser le scepticisme envers la réalité matérielle au point d'affirmer qu'il n'y a pas de relation de causalité entre les choses qu'on perçoit. Stating that there is no relation of causality between the objects that we perceive. Par exemple, si je mets ma main sur un rond de poêle allumé et que je me brûle gravement la main, Hume va nous dire en fait que il n'y a pas de lien causal entre mon geste et la brûlure. C'est seulement l'habitude qui me fait percevoir ça. Au final, c'est tout dans ma tête. Okay. Vous pensez peut-être que c'est complètement faux ce que je dis. Peut-être que vous doutez même qu'il y a des gens, qu'il y a des intellectuels, des penseurs qui ont pu dire des idées aussi ridicules que ça. Mais rappelez-vous que c'est aussi la même idée que Bogdanov disait quand je l'ai cité plus haut. Et l'histoire ne s'arrête pas là avec Hume. Parce que la philosophie profondément anti-scientifique de Hume, ça va beaucoup influencer le philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle, Emmanuel Kant. Kant va nous dire qu'on ne peut pas connaître la chose en soi, c'est-à-dire les objets du monde dans leur essence. Pourquoi? Parce qu'on analyse toujours le monde selon nos catégories a priori qui sont déjà dans notre tête. En particulier les catégories de l'espace et du temps. Pour Kant, on peut seulement connaître l'apparence des choses, les phénomènes, ce qui revient à dire qu'on peut juste connaître notre propre expérience du monde et non pas le monde lui-même. Et Lénine va bien, je pense, bien résumer le cul-de-sac de la philosophie idéaliste. Il va dire le sophisme de la philosophie idéaliste consiste à considérer la sensation non pas comme un lien entre la conscience et le monde extérieur, mais comme une cloison, comme un mur séparant la conscience d'avec le monde extérieur. Et Hegel, le successeur de Kant, il va répondre à Kant en fait en disant il va clairement montrer en fait que non, la perception c'est pas un mur qui nous bloque de la réalité. Si mes perceptions immédiates ne me permettent pas de connaître la fameuse chose en soi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la connaître. Parce que la connaissance, c'est un processus qui ne s'arrête pas avec la perception sensorielle, mais au contraire, ça commence avec ça. Mach, en fait, un peu le père de l'empériocriticisme, ce qu'on appelait à l'époque, dans son cas, c'était le positivisme logique. Il niait l'existence des atomes. Mach, c'était un vrai scientifique, je pense qu'on le mentionnait hier dans la présentation du matin. Il a fait des découvertes importantes en sciences. Mais malgré tout, il niait l'existence des atomes, comme je l'ai dit, parce que on ne peut pas les voir, on ne peut pas les sentir, on ne peut pas les entendre. Il manquait, soi-disant, les faits pour le montrer. Mais imaginez où serait la science aujourd'hui si on s'était arrêté à ce qui est immédiatement devant nous.
On n'aurait sûrement jamais découvert que la Terre tourne autour du Soleil et non pas l'inverse. On n'aurait jamais découvert l'électricité, la loi de la gravité, l'évolution des espèces. On penserait peut-être encore que la Terre est plate. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est seulement quand j'ai bu un petit verre de trop que je vois que la Terre est ronde. Et aussi, en fait, si on s'était arrêté avec ça, on n'aurait jamais découvert des outils qui nous permettent aujourd'hui de capter les vibrations, qui émet un arbre qui tombe dans la forêt sans qu'on soit là. Bon, maintenant, on va revenir à Hegel. Hegel nous dit que oui, on fait l'expérience du monde à travers nos catégories générales, nos abstractions. Mais contrairement à ce que disait Kant, c'est pas un problème, au contraire, parce que nos catégories mentales, si on veut, sont pas tout simplement le produit arbitraire du cerveau humain. Comme par exemple, quand on calcule, on compte le nombre de participants à l'école marxiste. C'est grâce aux catégories mathématiques qu'on peut distinguer les quantités dans l'expérience. Mais d'où viennent les mathématiques? C'est pas le pur produit de mon esprit. D'ailleurs, Kant lui-même a reconnu ce fait. Les mathématiques sont dérivées, en fait, de l'expérience du monde lui-même. C'est pas pour rien qu'on compte avec, qu'on fonctionne avec le système décimal, hein, du doigt. Donc, les concepts mathématiques sont extirpés de l'expérience. Qu'on les a abstraits, ça veut dire on a distingué les caractéristiques singulières des éléments qui sont communs généraux. Mais une fois qu'on a établi ces abstractions-là, vous serez d'accord avec moi que ça constitue un outil fondamental et important pour le progrès de la science. Donc, c'est par le pouvoir de l'abstraction, de la généralisation, qui est propre à l'être humain, qu'on peut scientifiquement analyser, comprendre le monde qui nous entoure. Et Lénine va commenter, comme je disais au début, grand lecteur de Hegel, il va commenter la philosophie d'Hegel. Il va écrire « La pensée, s'élevant du concret à l'abstrait, ne s'éloigne pas de la vérité, mais s'en approche. Toutes les abstractions scientifiques, elles sont justes, correctes, sérieuses, non creuses, reflètent la nature plus profondément, plus fidèlement, plus complètement. » Cela dit, Hegel, idéaliste, ne se basait pas sur la pensée concrète, réelle, mais sur une abstraction de la pensée, une abstraction idéaliste. Parce qu'en réalité, on ne pense pas seulement avec notre esprit, c'est avec tous nos sens qu'on pense, c'est avec tout notre corps en fait. Et c'est là où Marx et Engels vont remettre Hegel sur ses pieds. Ce qui relie l'être humain au monde extérieur ou à la chose en soi, on l'appelle. C'est pas la pensée abstraite, mais c'est le travail humain, en fait, qui transforme la nature, qui en même temps permet de transformer l'humain lui-même. Peut-être que vous vous souvenez, Marx l'a très bien expliqué dans la deuxième thèse sur Feuerbach. La question de savoir s'il y a lieu de reconnaître à la pensée humaine une vérité objective n'est pas une question théorique, mais une question pratique. C'est dans la pratique qu'il faut que l'homme prouve la vérité, c'est-à-dire la réalité et la puissance de sa pensée, dans ce monde et pour notre temps. La discussion sur la réalité ou l'irréalité d'une pensée qui s'isole de la pratique est purement scolastique. Donc, pour les marxistes, c'est dans la pratique qu'on peut véritablement tester la vérité des théories générales et aussi les ajuster, les corriger si nécessaire. Et si on parle d'activité pratique, ça signifie aussi que la connaissance, c'est une affaire qui est collective, pas individuelle. Pensez-y un peu, OK? L'être humain a maîtrisé le feu après un processus, un lent processus pour dominer la nature. Mankind managed to control fire after a long process, a long confrontation with nature. Ça a été un énorme bond dans l'histoire. Et là, partant de là, chaque être humain qui vient au monde n'a pas besoin de refaire le même processus pour maîtriser le feu. Je ne serais pas là aujourd'hui. Parce qu'en fait, on hérite des connaissances acquises par l'expérience collective accumulée sur des centaines de milliers d'années. Et c'est sur cette base-là qu'aujourd'hui, on peut développer les connaissances et les transmettre aussi par le futur. Et pour un peu résumer ça, puis reprendre la terminologie que Hegel a utilisée pour répondre à Kant, toute l'histoire de la science et de la pensée humaine en général, c'est le processus de la transformation de la chose en soi en la chose pour nous. Donc, en d'autres termes, on pourrait dire que ce qui ne peut pas être connu à un stade donné du développement de la science, éventuellement, ça va être exploré puis expliqué.
Donc, les barrières qui sont placées sur le chemin de la connaissance, éventuellement, ils sont brisés. On a des milliers d'années de connaissances accumulées, de progrès constants de la connaissance sur l'ignorance. Et c'est en ça que réside la vérité, la preuve du matérialisme. Maintenant, je pense qu'on aura compris, la question de comment peut-on connaître le monde, c'est absolument crucial pour les marxistes. On ne peut pas intervenir sur les processus sociaux avec une méthode qui ne nous permet pas de comprendre ces processus sociaux. Mais les matérialistes, on ne se contente pas seulement de défendre le matérialisme en philosophie. On a aussi une analyse matérialiste de la philosophie. Les idées ne tombent pas du ciel. Il y a certaines idées qui émergent dans certains contextes précis, économiques, sociaux, politiques. Comme Marx le disait, les idées dominantes d'une société sont les idées de la classe dominante. Si on revient à ce qui s'est passé en Russie après la révolution de 1905, le processus de contre-révolution sociale va être amené dans la sphère des idées. Parce que la lutte des classes, c'est aussi une lutte pour les idées philosophiques. Ce que Lénine a observé à son époque, c'est quelque chose qu'on peut observer sans cesse quand les révolutions sont défaites. C'est généralement la petite bourgeoisie, en particulier l'intelligentsia, les intellectuels, qui vont rapidement tomber dans le pessimisme, dans les idées réactionnaires. La petite bourgeoisie, c'est une strate intermédiaire entre la classe ouvrière et la grande bourgeoisie. Donc, organiquement, c'est une classe, une couche sociale qui est assez instable, donc, qui va osciller constamment entre les deux grands pôles de la société. Quand la classe ouvrière va s'orienter dans une direction révolutionnaire, il va toujours avoir certains intellectuels petits bourgeois qui vont entrer dans une espèce de frénésie extatique. Mais rapidement, ce qu'on voit, c'est que ça va se retourner en son contraire. Les intellectuels, c'est comme une espèce de baromètre, en fait, de la conscience ou de l'humeur de la petite bourgeoisie. Intellectuals are a pretty good barometer of the consciousness, the mood of society. Leur confiance envers la classe ouvrière qui va apparaître soudainement peut aussi rapidement se transformer en son contraire. Quand la défaite arrive, on va rapidement se mettre à blâmer la classe ouvrière pour la défaite. On va les voir rapidement abandonner le mouvement puis se replier, souvent dans la sécurité de leur bibliothèque. Et donc, l'intelligentsia va céder à la pression de la réaction, puis à ce moment-là, se déplace vers la droite. So at this time, the intelligentsia succumbs to the pressure of reaction and moves to the right. Donc, la lutte pour les idéaux sociaux collectifs vont rapidement faire place à l'individualisme. C'est dans ce contexte-là qu'on va voir le subjectivisme, le relativisme, le scepticisme, l'agnosticisme, c'est-à-dire toute la même variante de la philosophie idéaliste, commencer à gagner du terrain. Ça décrit évidemment le contexte dans lequel Lénine va lutter contre le subjectivisme en Russie, mais ça décrit aussi le contexte dans lequel on va voir émerger le postmodernisme. C'est pas un hasard si les idées qui ont conduit au postmodernisme sont devenues à la mode dans les années 70, 80, 90, et beaucoup en réaction aux défaites d'une série de révolutions qu'on va voir dans le monde entier. Ce contexte-là va aussi être aggravé par l'effondrement de l'Union soviétique. Donc, c'est toutes les idées subjectivistes postmodernes, le rejet d'objectivité scientifique, du progrès historique, le rejet des explications générales, et plus fondamentalement, son attaque contre le marxisme. Tout ça va se développer dans ce terreau fertile-là qu'on avait à l'époque. Puis en politique, ça va se refléter clairement on va le voir clairement par un abandon de la lutte des classes par bien des intellectuels soi-disant de gauche. Le subjectiviste, ça représente bien le point de vue individualiste d'intelligentsia petite bourgeoise, préoccupée par sa carrière, son petit nombril. Si le monde ne se conforme pas à mes désirs, sûrement que c'est le monde le problème. Aussi bien à ce moment-là se replier dans sa propre subjectivité et même rejeter l'existence du monde matériel. Ça illustre bien aussi vraiment la psychologie des intellectuels sous le capitalisme, qui sont complètement détachés du travail manuel, du travail laborieux, et qui vont spéculer sans vraiment se soucier de savoir si leur théorie a vraiment une application pratique. C'est un peu comme un jeu pour eux, en fait. Parce que, ultimement, ils vont continuer d'agir comme si le monde existait en dehors d'eux, même s'ils disent le contraire. Aucun penseur qui rejette l'objectivité du monde, l'objectivité de la science, va mettre sa main sur un poêle allumé, ou va arrêter d'aller voir le médecin
soi-disant parce que la science, c'est juste un discours. Mais nous, les communistes, on ne joue pas. Trotsky a déjà dit, en parlant spécifiquement de Lénine, ceux pour qui la théorie n'est qu'un jouet mental passent facilement d'une révélation à l'autre, ou, plus souvent encore, se contentent d'un agglomérat de miettes de différentes révélations. Celui qui considère la théorie comme un guide pour l'action est infiniment plus exigeant, plus rigoureux et plus équilibré. Un sceptique de salon peut se moquer impunément de la médecine, mais un chirurgien ne peut vivre dans une atmosphère d'incertitude scientifique. Plus le révolutionnaire a besoin de la théorie comme guide pour l'action, plus il en prend soin de façon intransigeante. Vladimir Ulyanov, Lénine, se méfiait du dilettantisme et détestait les charlatans. Ce qu'il appréciait par-dessus tout dans le marxisme, c'était la discipline sévère et l'autorité de sa méthode. Donc si aujourd'hui, si cette fin de semaine, si cette année entière est dédiée à étudier les idées de Lénine, je pense qu'on doit vraiment d'abord et avant tout s'inspirer de sa méthode et sa façon de faire la politique. C'est-à-dire avec une pleine rigueur et intransigeance théorique. Parce que la cause de Lénine, la même cause pour laquelle on se bat aujourd'hui, c'est celle de l'émancipation de l'humanité de la barbarie capitaliste, c'est trop important pour qu'on ait une attitude frivole envers la théorie. Maintenant, aujourd'hui, en 2024, alors que tout dans notre mode de vie témoigne des immenses progrès de la science, comment ça se fait que 100 ans depuis la mort de Lénine, l'idéalisme subjectif, a fortiori, une philosophie complètement irrationnelle, ça a encore une influence puissante? Ben, en fait, on vit dans une société où le 1% le plus riche possède plus que le 50% le plus pauvre. On vit dans une société où il y a des gens qui meurent de froid dans les rues de Montréal parce qu'il y a trop de condos de luxe vides. Et on vit dans une société où des politiciens parlent d'autodéfense pour justifier une guerre génocidaire contre un peuple. Le capitalisme est irrationnel. Et un système qui est devenu irrationnel, non seulement génère des idées irrationnelles, mais il doit aussi s'appuyer sur des idées irrationnelles pour continuer à se maintenir. La dégénérescence de la philosophie bourgeoise, en particulier depuis l'époque de Lénine, c'est le reflet vraiment de l'impasse du système capitaliste lui-même. Par le passé, quand la bourgeoisie était encore capable de jouer un rôle progressiste, elle avait une idéologie révolutionnaire. Elle a produit des grands penseurs originaux. J'ai parlé de Francis Bacon, on peut parler des matérialistes français comme Diderot, jusqu'à Hegel. Mais après avoir consolidé sa domination économique et politique, la bourgeoisie s'est retournée contre son propre passé révolutionnaire. Parce que la philosophie qui, hier, servait à démasquer l'irrationalité du féodalisme aurait alors démasqué l'irrationalité de l'exploitation capitaliste. Donc, se détournant des meilleures traditions de l'époque des Lumières, le capitalisme s'est accroché de plus en plus à l'obscurantisme, au mysticisme, à l'idéalisme subjectif et toutes les formes d'idéalisme. Puis, on va voir une attaque féroce contre le matérialisme et la pensée dialectique. Ça explique pourquoi, après Hegel, puis malgré le développement du matérialisme dialectique par Marx et Engels, l'empirisme va continuer d'exercer une influence importante sur la philosophie et la science bourgeoise sous différents déguisements jusqu'à aujourd'hui. On va voir notamment se développer au 19e siècle le courant du positivisme. Et cette vision, en fait, que la science doit se contenter d'expliquer le comment des phénomènes, mais ne doit pas aller trop loin et expliquer le pourquoi. On en reste à ce qui est immédiatement devant nous. Puis on voit aujourd'hui encore, jusqu'à aujourd'hui, cette obsession là, pour les faits. Ce qui est immédiatement donné devant nous. Où sont les faits? Quelqu'un comme Karl Popper, par exemple, avec sa théorie de la réfutabilité, qui va être largement influencée par cet empirisme réactionnaire. Puis le mysticisme idéaliste a beaucoup aujourd'hui progressé dans les sciences. Puis ça s'exprime de manière assez crue, en fait, dans des revues de vulgarisation scientifique, comme New Scientist, par exemple, qui a notamment publié dans les dernières années différents articles, en fait, qui suggèrent que la réalité objective n'existe pas. Il faut voir que par-dessus tout ça, l'idéalisme subjectif, c'est vraiment utile pour la classe dirigeante. Ça participe à neutraliser la lutte des classes. Parce qu'après tout, si la réalité, c'est juste une question
subjective, pourquoi, comment est-ce qu'on chercherait à la changer? C'est pour ça que Lénine va conclure, en fait, matérialisme et empiriocriticisme, en disant il est impossible de ne pas discerner derrière la scolastique gnodéologique de l'empiriocriticisme la lutte des partis en philosophie. Une lutte qui traduit en dernière analyse les tendances et l'idéologie des classes ennemies de la société contemporaine. Donc, la lutte des classes, c'est pas seulement une lutte économique et politique, mais c'est aussi, de façon importante, une lutte philosophique. Et c'est le devoir des communistes, le devoir des marxistes de rejeter ces absurdités réactionnaires et vraiment de lutter pour défendre la pensée rationnelle. Il faut voir que la classe ouvrière n'existe pas dans un vase clos. Et même le Parti communiste n'est pas imperméable aux idées des classes étrangères. C'est ce qui s'est passé dans le mouvement ouvrier russe. Et Lénine prenait tellement au sérieux la lutte idéologique, cette lutte idéologique, qu'il était prêt à rompre avec l'ensemble de la direction bolchevique sur des questions théoriques. Après presque 2 ans de lutte interne, en 1909 environ, Lénine va rompre avec Bogdanov, Lunacharsky et compagnie. Et on va voir avec ça un split dans le Parti bolchevique, dans la faction bolchevique, dans le Parti social-démocrate ouvrier russe. Et Lénine va réussir à gagner la majorité du parti à la position du matérialisme dialectique. Puis c'est Bogdanov et les disciples de Mack qui vont éventuellement sortir. Bogdanov va éventuellement quitter la vie militante. En fait. Mais il faut voir aussi là, que la lutte de Lénine, c'était contre le révisionnisme philosophique, oui. C'était aussi contre leur formalisme et leur politique d'ultra-gauchisme. Et les désaccords politiques sont liés aux désaccords philosophiques. Évidemment, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est pas ça le but de la discussion non plus. On peut donner un exemple des répercussions politiques. Pendant la Révolution de 1905, Bogdanov, il pensait que, en fait, il disait que c'était impossible pour les bolcheviks de participer au soviet de Petrograd si le soviet ne reconnaissait pas au préalable la direction bolchevique. Donc, sous cette influence-là, en fait, les bolcheviks à Petrograd vont adopter une résolution en octobre 1905 qui demandait au soviet de Petrograd de reconnaître leur leadership et, en cas de refus, quitter le soviet. Sans surprise, personne n'a écouté les bolcheviks qui vont rester en grande partie vraiment déconnectés du mouvement à l'époque. To the surprise of no one at all, nobody listened to the Bolsheviks, and they remained totally disconnected from the movement. Peu après, Lénine va revenir de l'étranger, furieux. Il va dire « Vous ne pouvez pas, et personne d'autre ne peut, au moyen d'ultimatum, forcer les masses à sauter les phases nécessaires de leur propre développement politique. » Et on voit ici l'approche matérialiste de Lénine et idéaliste de Bogdanov. Bogdanov part de principes absolus qu'il aimerait voir dans la réalité. Il cherche à les imposer sur la réalité matérielle, dans ce cas-ci, de les imposer aux masses révolutionnaires. Et à côté de ça, on voit l'approche flexible, dialectique de Lénine, qui part d'où est la conscience des travailleurs pour ensuite développer la bonne stratégie, la bonne méthode, les bons slogans, pour patiemment connecter avec la conscience des masses et faire évoluer leur conscience vers les bonnes conclusions révolutionnaires. Et ceux qui ont assisté à la présentation d'hier sur Lénine et la révolution russe, vous l'avez vu. C'est précisément cette approche-là, flexible, dialectique, patiente, que Lénine amène dans le parti bolchevique, qui va ultimement permettre au parti de gagner la majorité des soviets et de mener ultimement les masses à la victoire en octobre 1907. Tout part de la méthode. Lénine disait que sans théorie révolutionnaire, il n'y a pas de mouvement révolutionnaire. Une phrase qu'on répète souvent, on en fait même des t-shirts à l'école marxiste, mais c'est vraiment une idée profonde. La base pour l'action révolutionnaire, c'est d'avoir une méthode révolutionnaire. Encore là, ça a l'air encore trivial. Mais ça veut dire, en fait, qu'on ne peut pas faire une once de concession à l'idéalisme. L'exemple de Bogdanov, ça nous montre où ce que ça mène. Et si Lénine lui-même n'avait pas mené le combat pour la clarté théorique dans le parti, on peut sérieusement douter que le parti bolchevique aurait pu jouer le rôle qu'il va jouer une dizaine d'années plus tard. Un parti qui n'est pas uni sur les bases théoriques va éventuellement courir vers l'éclatement ou l'effondrement. Et on a vu plein d'exemples dans l'histoire du mouvement ouvrier. On peut regarder l'exemple du SPD allemand à la même époque.
un courant révisionniste qui a gagné de l'influence avec Bernstein et compagnie. Et éventuellement, tout ça, ça va jeter les bases théoriques pour qu'éventuellement, on assiste à la trahison du parti de la classe ouvrière des années plus tard. Marx et Engels disaient, et une autre citation qu'on cite souvent, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe, c'est de le transformer. Une caricature de ça, c'est de dire, en fait, qu'on doit se détourner de la philosophie. Mais je pense que vous comprenez que c'est exactement l'inverse. Les communistes, on défend une philosophie révolutionnaire, c'est-à-dire une philosophie qui embrasse la réalité matérielle dans son mouvement, dans son histoire, dans ses processus, dans ses contradictions. Et par ce fait même, c'est cette philosophie qui nous permet d'intervenir pour transformer cette réalité, pour sauver l'humanité de la barbarie. Le marxisme, c'est une philosophie de l'action. Camarades, c'est à nous de poursuivre le combat de Lénine en défense du matérialisme. Merci. Dans toutes les industries de Montréal